Bonjour, c'est Lionel Camille, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Je souhaite vous parler d'un documentaire exceptionnel que vous devez absolument voir si vous en avez la possibilité. Ce documentaire, il s'appelle Missing 411 The Hunted. Je vais vous expliquer de quoi il retourne dans quelques instants. Je suis ravi aussi, très heureux de pouvoir parler d'une personne qui est quasiment inconnue en France, David Paulides, donc une personne pour qui j'ai un respect énorme, une admiration sans borne. C'est l'un de mes maîtres, voilà, je dois le dire. Et voilà, donc pour moi, c'est l'occasion de parler de cette personne importante dans le milieu des disparitions, aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde. Pour moi aussi, c'est l'occasion justement de parler de son travail, de Missing 411, du phénomène Missing 411. Dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de choses. Je vais parler avant tout du documentaire, bien entendu. Il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, et je vais aussi en profiter pour parler du phénomène Missing 411, vous expliquer ce que c'est. Et puis je vous parlerai aussi de ma relation avec David Paulides. Voilà, bref, plein de choses à vous raconter dans cette émission, mais ne traînons pas, commençons par parler du documentaire. Je vais d'abord vous expliquer à peu près de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Mais si vous ne voulez rien savoir sur le documentaire avant de le voir, je vous invite à arrêter cette vidéo et à aller louer ou acheter ce documentaire, Missing 411 The Hunted. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Alors, de quoi parle Missing 411 The Hunted? Eh bien, dans ce documentaire, c'est un documentaire, attention, ça n'est pas de la fiction, ce sont des histoires vraies. C'est un reportage, en fait, qui dure 1h37. Et donc, il est question de disparition mystérieuse de chasseurs en Amérique du Nord. Et donc, ce documentaire se base sur le travail de David Paulides, qui présente, en fait, des affaires comme ça, et qui se base sur son travail Missing 411. Voilà. Mais avant toute chose, il faut que je vous présente qui est David Paulides. David Paulides, en fait, c'est un ancien policier, et au départ, il a commencé à s'intéresser au sujet du Bigfoot. Il a pas mal enquêté sur ce sujet dans les réserves indiennes, et un jour, il raconte qu'il était dans un parc national, et plusieurs park rangers sont venus le voir. Les park rangers, ce sont des fonctionnaires, des employés, en fait, dans les parcs nationaux. Ils étaient pas en service, ils sont venus le voir, et en fait, ils lui ont confié qu'il y avait des disparitions bizarres dans les parcs nationaux, dans les espaces naturels américains, et qu'il fallait qu'il s'intéresse au sujet. À partir de là, Paulides, il a commencé à se renseigner, et il s'est rendu compte qu'en fait, le National Park Service, c'est-à-dire l'agence gouvernementale qui gère tous les parcs nationaux, ne tenait pas de liste officielle des personnes disparues. En clair, on ne savait pas exactement combien de personnes s'étaient volatilisées. Donc là, il a commencé à faire un travail énorme de recensement et il a comptabilisé plus de 1200 cas de disparition mystérieuse aux États-Unis et au Canada. En fait, Paulides, il fait un travail de profilage. Vraiment, il recense tous les cas, il fait vraiment un travail énorme à ce sujet-là. Et il a découvert un certain nombre de points communs entre ces disparitions. Pour lui, ces disparitions pourraient être causées par un phénomène inconnu qu'il a appelé Missing 411. Il attribue en fait ces disparitions à des causes mystérieuses et inconnues. Parce que, disons-le, il n'est pas fermé au paranormal. Donc, je reparlerai de Missing 411 plus tard dans la vidéo. Là, pour l'instant, on va parler du documentaire. Donc là, comme je vous disais, donc Paulides, c'est un auteur. Il a écrit pas mal de livres sur le sujet, donc Missing 411. Et il est fondateur du Can-Am Missing Project. C'est un organisme qui étudie les disparitions irrésolues en Amérique du Nord. Donc, David, il a débuté en écrivant des livres, mais par la suite, il s'est tourné aussi vers le cinéma, enfin il a produit des documentaires. Donc il avait sorti un premier documentaire en 2016, et là, il en a sorti un nouveau en 2019, qui s'appelle Missing 411 The Hunted. Alors, précision importante, je n'ai jamais acheté ou lu les livres de David Paulides, parce que voilà, j'écris un peu sur le même sujet, donc c'est très délicat. C'est délicat pour moi de parler de ses livres, mais bon, c'est quelqu'un d'incontournable. Quand vous vous intéressez aux disparitions aux États-Unis, vous savez forcément qui est David Paulides. C'est une référence. Donc moi,
je ne peux pas parler de ses livres. Par contre, je peux parler de ses films. Donc pour moi, c'est l'occasion de vous faire découvrir David Paulides, donc quelqu'un dont le travail mérite d'être salué. Et c'est aussi l'occasion de parler du phénomène Missing 411. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, parlons du documentaire Missing 411, The Hunted. Donc là, je vais vous présenter ce documentaire sans spoiler. Je vais vous dire de quoi il retourne. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé par Michael de Grazier. Donc dans ce documentaire, on suit David Paulides qui va enquêter sur des disparitions de chasseurs un peu partout aux États-Unis. Donc on le suit, on voyage à travers les USA et on le voit qui va interroger les témoins, les policiers qui ont enquêté sur les affaires, les proches des disparus. Et autant vous dire que c'est vraiment une réussite, c'est passionnant, c'est captivant de bout en bout. Je dois dire que ce documentaire est parfait, c'est l'un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu, non seulement sur les disparitions, mais aussi c'est sans doute dans mon top 5 des meilleurs documentaires jamais faits. C'est un documentaire qui est très très bien fait, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc le sujet est passionnant, vous l'avez compris, et il est très très bien fait. C'est-à-dire que les images sont sublimes, la photo est superbe, on voit des paysages comme ça, des grands espaces américains, la musique aussi est vraiment très très bien. Il y a du suspense dans ce documentaire, il y a du suspense, c'est vraiment fascinant. Et il y a des petites infographies de temps en temps aussi, donc c'est très très clair. En plus, il y a des passages où ils ont recréé justement les affaires de disparition avec des acteurs. Donc c'est vraiment une réussite totale. Moi, je me suis régalé, vraiment régalé, même si je connais bien le sujet, évidemment. Je me suis régalé. La seule petite réserve, c'est que apparemment le documentaire n'est pas disponible en français. Il est juste en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas un minimum les bases de l'anglais, vous risquez de ne rien comprendre. Et c'est bien dommage. Et l'autre point aussi qui peut poser problème aussi, c'est que il est question aussi de paranormal dans ce documentaire, parce que David Paulides, il n'est pas fermé sur ces questions. C'est un ancien enquêteur du MUFON. Le MUFON, voilà, c'est l'organisme qui étudie le phénomène OVNI aux États-Unis. D'ailleurs, à ce sujet, il y a 2 séquences impressionnantes dans ce documentaire. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, j'en parlerai dans la partie avec spoiler. Donc en clair, vraiment, je vous encourage à voir ce documentaire, je vous le recommande à 300%. Vous pouvez le louer, vous pouvez acheter le DVD, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous passons maintenant à la partie avec spoilers. Donc alerte spoilers, là je vais vous parler vraiment de choses qui sont dans le film. Donc vraiment, si vous ne voulez pas savoir, arrêtez tout de suite. Vous sautez ce passage, ou vous l'écoutez plus tard. Je fais exprès de mettre dans la description de la vidéo le timecode avec les différentes parties, de façon à ce que vous puissiez passer de l'une à l'autre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner des informations vraiment précises sur le contenu du documentaire, notamment sur 2 séquences qui sont très impressionnante. Avant toute chose, je vais quand même vous expliquer un petit peu de quoi parle le documentaire. Donc on voit David Paulides qui va enquêter sur plusieurs affaires. Il y en a 2 qui sont vraiment passionnantes. La première, c'est le cas d'un chasseur comme ça, très âgé, qui a disparu sans laisser de traces. Il participait à une partie de chasse comme ça. Il était assis, son rôle était d'attendre. Il n'était pas loin de ses camarades et il a disparu. On n'a jamais rien retrouvé. On n'a même pas retrouvé son fusil. Ce qui est vraiment intéressant dans le documentaire, c'est qu'en plus on voit toutes les méthodes de recherche et de sauvetage, parce que cet homme a fait l'objet d'une opération de recherche et de sauvetage massive. Et ils ont utilisé une technique qui est vraiment très impressionnante. En fait, ils ont dressé des fils dans la forêt, en fait. Comme s'ils avaient fait une immense toile d'araignée dans la forêt, comme ça. Et ils ont quadrillé la forêt de fils comme ça par secteur, et ils ont pris chaque bande, ils ont vraiment vérifié chaque centimètre carré de cette forêt, aller-retour en plus, et ils n'ont rien trouvé. Donc même s'il avait fait un AVC, s'il était parti, s'il était tombé quelque part, on aurait retrouvé quelque chose, là rien, il s'est envolé. Autre affaire très intéressante, un chasseur à l'arc cette fois, parce que David Paulides s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chasseurs à l'arc qui disparaissaient dans des circonstances inexpliquées.
Et là, ce chasseur à l'arc, il a disparu, pareil, on n'a rien retrouvé. En plus, il a marché de longues distances comme ça dans la neige, sans ses chaussures. Donc je ne vous en dis pas plus, mais encore c'est une des affaires ça donne des frissons par moment, hein. Je vous assure, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc c'est deux des affaires qui sont traitées dans le documentaire. Maintenant, je vais m'attarder sur deux séquences qui sont vraiment très spéciales dans le documentaire, où il est question de paranormal. Donc voilà, si vous n'aimez pas le paranormal, ça va pas vous plaire. Dans le cas contraire, vous allez adorer. La première séquence, alors voilà, en fait, donc David a rencontré des chasseurs en Californie qui avaient établi un camp dans les années 50-60 dans la Sierra Nevada, dans une zone extrêmement sauvage de montagne, comme ça, en Californie. Et en fait, ils n'avaient pas le droit de créer ce camp, en fait, de construire ce camp. Ils l'ont construit dans une zone vraiment très isolée dans la forêt. Il fallait marcher, enfin même, il fallait voyager à dos de mule même pendant des heures sur 12 kilomètres comme ça pour atteindre cet endroit, au milieu de nulle part. Et les chasseurs ont raconté qu'en 1971, ils ont entendu des bruits très bizarres, ils ont senti une présence autour d'eux dans la forêt. Il ne pouvait en aucun cas s'agir d'autres chasseurs, parce que bon, c'était risqué de venir leur faire une blague, hein, puis personne ne pouvait savoir qu'ils étaient là. Et encore une fois, les chasseurs étaient armés, donc ils auraient même pu leur tirer dessus. C'était très dangereux. Ils ont enregistré, en fait, ils ont tourné une vidéo des phénomènes auxquels ils ont assisté. Et donc on voit le document dans ce documentaire. En fait, on voit pas grand-chose, hein. C'est filmé la nuit comme ça en forêt, et surtout on entend des sons qui sont vraiment, ça vous glace le sang, des cris, des hurlements comme ça dans la forêt. Et ce qui est très intriguant, c'est que ces cris, ces sons ont été analysés et apparemment ils n'ont pas pu être émis par des êtres humains. C'était à une fréquence autre que celle de la voix humaine, et il y avait plusieurs sources sonores, donc autrement dit peut-être plusieurs créatures. Donc même si ça n'est pas dit ouvertement dans le documentaire, ça ressemble énormément à ce qu'on appelle des vocalisations de Bigfoot ou de Sasquatch. Et je peux vous dire que là, vraiment, ça donne des frissons, ça donne froid dans le dos, hein. Voilà, donc ça c'est une des séquences. Alors il faut savoir que ce campement, il a été découvert dans les années 2000 par des park rangers. Il a été détruit, démantelé par les fonctionnaires. Les chasseurs qui se rendaient là dans les années 70, ils ont aussi indiqué qu'ils ont assisté à des phénomènes qui pourraient emprunter à l'ufologie aussi. Ils ont vu des boules de feu, des boules de lumineuses comme ça en train de passer comme ça dans la forêt. Même ce qui ressemblait peut-être même à un cigare lumineux. Donc, bon, encore une fois, les cartésiens, les sceptiques vont nous dire que ça n'est pas crédible, mais bon, que ce sont des mensonges, mais bon. Là, le témoin a l'air très très sérieux. Et puis voilà, David Paulides l'enregistre aussi avec beaucoup de sérieux également. Voilà, parce que là, encore une fois, il y avait quand même une preuve, cette vidéo qui a été tournée, et puis ces témoins avaient l'air très très crédibles. Voilà, donc ça c'était la première séquence. Et il y a une autre séquence, alors celle-là aussi, elle est absolument incroyable. Un couple vit dans l'Ohio, là-bas, c'est un couple qui a quand même de l'argent. Ils vivent sur une belle propriété, ils ont une belle maison, ils ont un grand terrain avec des bois sur ce terrain. Et donc la femme, elle a l'habitude de chasser. Donc cette histoire s'est passée en 2010, durant l'été 2010. Et donc, comme d'habitude, cette femme est allée chasser. Et la particularité qu'elle avait, c'est qu'elle chassait à l'arc. Et donc, dans ce bosquet d'arbres, comme ça, elle s'était installée une plateforme dans les arbres, une plateforme. C'est ce que font souvent les chasseurs, à l'arc. Comme ça, vous êtes en hauteur, vous êtes vraiment au milieu des arbres, et puis vous pouvez guetter, vous restez à l'affût, comme ça, tous les sens en alerte, vous écoutez ce qui se passe autour de vous, vous restez immobile, en attendant qu'un animal passe. Soit dit en passant, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les chasseurs, mais bon là, les chasseurs à l'arc, ils sont quand même, c'est beaucoup plus noble, parce que voilà, c'est très compliqué, je pense, de chasser des animaux à l'arc. C'est beaucoup plus facile avec une arme à feu. Donc là, cette femme, elle raconte qu'elle est en train d'attendre dans l'arbre comme ça, et puis tout d'un coup, elle a un truc dans l'œil en fait. Enfin, elle a l'impression d'avoir un truc dans l'œil parce qu'elle voit pas très bien. Donc elle se frotte l'œil.
Mais malheureusement, elle voit toujours un peu flou, elle voit flou, donc elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se rend compte qu'en fait, en face d'elle, dans l'arbre en face d'elle, dans les feuillages, il y a quelque chose. Une forme qu'elle va décrire comme une espèce de blob, un peu opaque, c'est très bizarre. Et encore plus étrange, cette chose se déplace. Elle raconte qu'elle la voit se déplacer, sauter même, d'arbre en arbre comme ça, avant de disparaître. Ça dure peut-être, je sais pas, quelques secondes, une dizaine de secondes. Elle a quand même le réflexe de sortir son BlackBerry. Elle prend une photo. Elle est complètement figée, elle est complètement désarçonnée vis-à-vis de ce qu'elle est en train de voir. Elle comprend pas ce qu'elle voit. Là où c'est très intéressant, là où c'est passionnant, c'est que cette chose, qui était un peu comme une forme camouflée comme ça dans les feuillages, ça ressemble exactement à la créature du film Predator. Exactement la même chose. Donc là, elle est complètement choquée. Elle est choquée, donc elle en reste là. Elle décide de retourner à sa maison, sur la propriété. Elle retrouve son mari. Et cet homme, donc son mari, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un de renommé aux États-Unis, c'est un scientifique. Il est physicien en optique. Donc c'est vraiment un type qui a un niveau intellectuel très élevé. Il est un peu âgé, mais bon. Et donc là, en fait, au moment où elle revient à la maison, son mari, là, il est en train de lire un email. Il vient de recevoir un email de leur neveu. Et leur neveu est en train de leur raconter qu'il était en train de s'entraîner près d'un terrain de football dans la ville d'à côté. C'est une petite ville moyenne des États-Unis, de l'Ohio, à quelques kilomètres de chez eux. Il était en train de s'entraîner. Ils ont vu, avec d'autres personnes, ses copains, un objet lumineux dans le ciel, vraiment une lumière. Autrement dit, ce qu'on appellerait communément un ovni. Donc il dit ça à sa femme. Bah tiens, c'est bizarre. Il m'envoie ce message. Et là, sa femme, elle dit, moi aussi, j'ai vu quelque chose de bizarre tout à l'heure, en forêt. Et donc là, elle lui explique ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu. Donc son mari lui dit, laisse-moi ton appareil photo. Il commence à regarder la photo. Donc là, sur la photo, on voit pas grand-chose, malheureusement. C'est comme si elle était un peu loupée. On voit comme des traits de lumière, elle est floue, enfin, elle est pas très nette. On voit rien vraiment de notoire. Mais il y a quand même quelque chose de très étrange. C'est que le gars s'est rendu compte qu'en fait, l'appareil BlackBerry a pris cette photo dans un format qui n'existe pas sur cet appareil. C'est comme si l'appareil avait dysfonctionné. Donc tout ça, c'est expliqué dans le documentaire. On voit la photo aussi. Hein. Et voilà, c'est très bizarre. C'est comme s'il avait buggé l'appareil. En fait, Et là, moi, je fais le parallèle avec le domaine ufologique, même s'il ne le fait pas vraiment directement dans le documentaire. Mais bon, on sait que les personnes prétendument abductées, c'est-à-dire enlevées par des extraterrestres, ou les témoins d'observation de phénomènes aériens non identifiés ou d'ovnis, nous racontent souvent qu'ils étaient en voiture, que le moteur est tombé en panne. Ou alors, voilà, toute l'électricité s'est arrêtée, leur téléphone a cessé de fonctionner, l'appareil photo est tombé en panne, et là c'est exactement ce cas, c'est exactement le même cas en fait. Le BlackBerry de cette femme a apparemment dysfonctionné quand elle a voulu prendre en photo ce phénomène inconnu. Est-ce qu'elle a rencontré une forme de vie inconnue, qui n'était peut-être pas terrestre, parce que c'est ça, dans le documentaire, ils font clairement le lien peut-être possible entre cette observation dans la forêt et puis l'observation d'OVNI par le neveu. Donc voilà, ce sont deux séquences fortes du documentaire qui sont vraiment... ça fait partie des meilleurs passages du film. Mais il y en a d'autres. Je ne vais pas vous en dire plus, bien entendu. Donc maintenant, c'est l'occasion pour moi de parler de Missing 411. En fait, voilà, ça faisait un moment que je voulais en parler, mais c'était délicat. Parce que comme je vous ai dit dans l'introduction... c'était difficile pour moi de parler des livres de David Paulides, parce que voilà, je ne les ai pas lus, j'ai toujours refusé de les lire, je me suis interdit de les lire, faire mes recherches aussi par moi-même, parce que j'écris un peu aussi sur le même sujet par moment. Donc, mais bon, je connais un peu le travail de David Paulides, c'est normal, je veux dire, quand on s'intéresse aux disparitions aux États-Unis, il est incontournable. Il a étudié plus de 1200 cas, donc forcément, si vous vous intéressez à un cas, il a forcément déjà vu avant. Il faut savoir que les disparitions mystérieuses n'appartiennent à personne, hein. Ce sont des faits divers. Mais Missing 411, ça appartient à David Paulides. Donc moi, je dois être franc, j'ai découvert quelques affaires grâce à lui, notamment Dennis Martin, Charles McCullar. Je me suis affranchi de lui depuis bien longtemps pour faire mes propres recherches. Et
Je ne voulais pas parler de Missing 411 jusqu'à maintenant non plus en France, parce que je ne voulais pas qu'il ait le sentiment que j'essaie de m'accaparer, de récupérer Missing 411. Ça ne m'appartient pas, c'est vraiment son œuvre. Et là, en fait, j'ai une occasion quand même rêvée de pouvoir enfin parler de Missing 411, c'est par le biais de ce documentaire que j'ai vu. Je ne peux pas parler de ses livres, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je peux parler de son documentaire. Là, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir vous parler du phénomène Missing 411, si vous ne savez pas ce que c'est, enfin du moins ce que j'en ai compris, voilà. Et plus tard, vers la fin, je vous parlerai de ma relation avec David Paulides, mais bon, pour l'instant, je vais vous présenter ce qu'est Missing 411. Voilà, en simplifiant. J'espère ne pas trahir la pensée de David Paulides. Je pense avoir à peu près cerné de quoi il s'agit. Donc comme je vous disais, David Paulides, il a fait un énorme travail de recensement et de profilage de personnes disparues aux États-Unis. Alors il faut dire que en fait, il ne s'intéresse pas à toutes les disparitions. Hein. Dès que les personnes ont possiblement disparu à cause d'un accident, d'un crime ou à cause d'un animal sauvage, il les écarte. Et bon, il a quand même documenté plus de 1200 cas, il a recensé plus de 1200 cas de disparition inexpliquées, et il s'est rendu compte en fait que, en étudiant toutes ces affaires, qu'il y avait des points communs entre pas mal de ces affaires, et à partir de là, il a établi une liste de critères que je vais vous présenter maintenant, une liste de critères en fait qui forment ce qu'il appelle le phénomène Missing 411, voilà. Donc, premier critère, la séparation. Il s'est rendu compte que lorsque des personnes disparaissent, souvent elles ont été séparées des autres personnes. Lorsqu'elles étaient en groupe, elles peuvent décider de se séparer, soit volontairement, soit involontairement. Ça revient souvent. Exemple très classique, voilà, la personne décide de partir en reconnaissance, voilà, et puis voilà, donc et ses camarades ne la retrouvent pas lorsqu'ils arrivent à l'endroit où elles étaient supposées les attendre, par exemple. Donc ça, c'était le premier critère. Deuxième critère, le moment de la séparation. David s'est rendu compte que beaucoup des disparitions avaient lieu en milieu d'après-midi apparemment, ou en début de soirée. Critère suivant, l'eau. Donc David s'est rendu compte que beaucoup de personnes disparaissaient près d'endroits où il y a de l'eau, c'est-à-dire des rivières, des lacs, des étangs. Ça revient très souvent. Critère suivant, événements météorologiques. Il s'est rendu compte aussi que souvent, dans des affaires de disparition, le temps changeait dans les heures, voire les jours qui suivent les disparitions. Il laissera entendre que ces changements climatiques ne seraient pas le fruit du hasard, que ça pourrait être peut-être provoqué par quelque chose. Quoi? Il le dit pas clairement, mais bon. Il a remarqué en tout cas ces faits, parce qu'il se base avant tout sur les faits. Critère suivant, le handicap ou la maladie. Il s'est rendu compte qu'en fait que beaucoup de personnes disparues avaient des handicaps ou alors étaient atteints d'une maladie mais qui n'était pas forcément visible. Alors attention, il écarte tout ce qui est Alzheimer pour les personnes âgées, par exemple, il écarte. Il faut comprendre par maladie, par exemple, enfin maladie, je sais pas si le terme est bien choisi, mais bon, un retard mental par exemple, ou alors l'autisme, vous voyez, une différence en tout cas, une différence, même si c'est pas forcément une maladie. Et ça peut être aussi des handicaps, un problème d'audition par exemple, ou une difficulté quelconque. Voilà, en tout cas il s'est rendu compte que ça revenait souvent. Critère suivant, les chiens pisteurs inefficaces. Là ça revient très très souvent encore une fois, lorsque des personnes disparaissent. Souvent les chiens qui sont amenés sur place par les forces de l'ordre ou les secours sont inefficaces. Les chiens n'arrivent pas à trouver l'odeur des personnes disparues. Ou alors ils les trouvent mais ils les perdent subitement, sans vraiment d'explication. Donc ça revient souvent, très très souvent selon lui. Critère suivant, les personnes disparues lorsqu'elles sont retrouvées décédées souvent, elles sont souvent récupérées dans des zones qui avaient déjà été fouillées auparavant. Donc ça revient aussi souvent. Il avait raconté une fois dans une interview que dans une affaire comme ça, on avait cherché un enfant. Les sauveteurs empruntaient tous les jours le même sentier en fait pour aller chercher ce jeune.
Et apparemment, des jours plus tard, ils ont trouvé le corps de cette personne disparue en travers du sentier, comme ça. Comme si elle avait été déposée volontairement, peut-être pour les narguer, voilà. Donc ça arrive souvent. Critère suivant, les vêtements manquants. Alors ça revient aussi souvent. Les personnes disparues ont tendance à perdre leurs chaussures, leurs vêtements, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Alors certains sceptiques, certains cartésiens nous expliquent que c'est normal en fait, parce que par exemple l'hiver, il y a le phénomène de déshabillage paradoxal. En cas d'hypothermie, une personne a tendance à enlever ses chaussures peut-être ou ses vêtements. Ça expliquerait pourquoi on retrouve les personnes sans leurs chaussures par exemple. Critère suivant, lorsqu'on retrouve les personnes décédées, souvent lorsqu'il y a une autopsie, la cause de la mort reste inconnue. Les légistes n'arrivent pas à déterminer la cause précise de la mort. Ça revient souvent, ça aussi, comme le dernier critère. Alors le dernier critère, celui-là, c'est un critère plutôt géographique. David s'est rendu compte que il y avait des disparitions vraiment concentrées dans certaines zones. Donc il a appelé des clusters. Vous savez ce qu'est un cluster aussi maintenant depuis le Covid. Voilà, des zones où il y a plus de cas qu'ailleurs. Et donc là, effectivement, il y a pas mal de zones aux États-Unis où il y a plus de disparitions qu'ailleurs. Et pour David, le plus gros cluster aux États-Unis et peut-être même au monde, c'est le parc national de Yosemite. Là, il a relevé un nombre très élevé de disparitions inexpliquées. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, tous ces critères, ce sont la base du phénomène Missing 411. C'est-à-dire que, donc, pour David Paulides, il y a beaucoup de cas de personnes disparues qui répondent à ces critères. Peut-être pas à tous, mais à plusieurs d'entre eux. Et donc, toutes ces disparitions ne seraient pas normales, elles seraient causées par des causes mystérieuses, inconnues. Et c'est ça qui forme en fait le phénomène Missing 411. David Paulides, il dit souvent qu'il se base sur les faits et il a pour particularité de ne jamais avancer d'explication. Il ne l'a pas tout simplement. Il dit qu'il connaît pas la cause. Mais il n'est pas fermé sur les questions du surnaturel, de l'ufologie. Ça a été un enquêteur de MUFON pendant longtemps et sur le Bigfoot aussi. Mais c'est vrai que ce phénomène Missing 411, du coup, ça agite beaucoup les imaginations. Beaucoup de personnes ont leurs propres théories. Alors certains nous disent que ce sont les extraterrestres, d'autres les Bigfoot, d'autres on ne sait quelle raison, je sais pas, les sectes sataniques, ce que vous voulez. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé la solution. Bon, il faut quand même, j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut dire aussi que il y a quand même des sceptiques là-bas aussi, il y a des personnes cartésiennes, des personnes sceptiques, comme en France, qui remettent un peu en cause aussi le phénomène Missing 411. Ils nous disent que finalement tout peut s'expliquer de manière rationnelle. Je vais prendre quelques exemples. Les disparitions près d'endroits où il y a de l'eau, ça peut s'expliquer aussi de manière un peu rationnelle. Les gens tombent dans les rivières et peuvent être emportés. En tout cas, ce sont les explications qui sont avancées par les sceptiques. Ou je sais pas moi, les événements météorologiques. On pourrait dire qu'il ne s'agit que de simples hasards, coïncidences. C'est vrai qu'en montagne, le temps change très vite. Bref, c'est vrai qu'on peut trouver à chaque fois des explications cartésiennes. Est-ce que Missing 411 ne serait pas qu'une simple vue de l'esprit ? Voilà. Est-ce que ça serait pas une construction un peu intellectuelle ? C'est vrai que l'être humain a besoin de sens, il a besoin de trouver une explication à tout. Mais bon, comme le dit aussi David, il a tendance à le dire dans les interviews, pour lui, non, en fait, il y a trop de cas pour que ce ne soit que de simples coïncidences. C'est pas possible, ça peut pas s'expliquer, même au niveau statistique. Et bon, moi j'ai un peu tendance à être du même avis que lui, vous vous en doutez. Et en tout cas, c'est un mystère, Et encore une fois, Missing 411, ça appartient à David Paulides et c'est vraiment passionnant de réfléchir là-dessus. Après, moi, ça ne m'appartient pas. Je parle de ce phénomène aujourd'hui dans cette vidéo. J'en ai l'occasion, mais bon, j'ai pas l'intention forcément d'en reparler dans d'autres vidéos. Enfin, on verra, suivant ses retours. Mais bon, moi j'ai quand même quelques idées sur Missing 411. D'ailleurs, je vous en présenterai une tout à l'heure. Mais avant tout, je vais vous parler de ma relation avec David Paulides.
Certains d'entre vous doivent se poser la question, est-ce qu'on est en contact? Est-ce qu'il sait ce que je fais en France? Eh bien, je vais vous répondre de manière très claire. David Paulides sait ce que je fais en France, pour la simple et bonne raison que je l'ai informé personnellement. Je lui ai écrit à plusieurs reprises, et je n'ai pas eu de réponse à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons j'imagine. D'abord, il doit être très sollicité, il doit recevoir une quantité impressionnante de messages. Il peut pas forcément répondre à tout le monde, ça c'est sûr. Il doit aussi penser que c'est pas prioritaire, et je peux le comprendre, il est très occupé, hein. Il travaille sur ses bouquins, sur ses documentaires maintenant, et puis voilà, je suis en France, je suis français, donc voilà, c'est pas sa priorité. Je ne vais pas vous donner le contenu de mes messages. En tout cas, je lui dis ce que je vous ai déjà dit, hein, que pour moi c'était quelqu'un que j'admirais énormément, que j'avais un immense respect pour lui, que c'était le meilleur de toute façon, que j'étais prêt à le faire connaître en France, et que j'étais prêt à faire ce que je suis en train de faire maintenant d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que David Paulides c'est quelqu'un d'assez méfiant quand même. Il a raison d'ailleurs, il a raison. Moi aussi j'apprends à le devenir un peu plus maintenant. Et voilà, bon, j'en parlerai tout à l'heure de lui un peu plus tard. Je vais maintenant vous donner l'idée que j'ai eue au sujet de Missing 411, parce que je lui ai envoyé des idées aussi. Voilà. Puis je lui ai dit aussi que j'étais prêt à lui communiquer des informations sur mes recherches, sur les affaires sur lesquelles j'ai travaillé, en France ou ailleurs. Et donc je lui ai soumis plusieurs idées sur le phénomène Missing 411. Et cette idée, je vais vous la présenter maintenant en exclusivité. Il faut d'abord que je vous explique en fait que David Paulides s'est rendu compte que beaucoup de personnes disparues aux États-Unis, d'Américains, avaient des origines allemandes. Et aussi, il y a aussi des Allemands qui avaient disparu, notamment. Mais des Américains aussi, avec des origines allemandes, avec des noms allemands. Et donc, il a noté ce point. Et bien sûr, il n'a pas l'explication. Et moi, j'ai trouvé peut-être une piste d'explication possible. C'est que vous savez que les États-Unis sont un pays jeune, qui a été peuplé par des vagues successives d'immigration, comme ça, notamment venues d'Europe, au courant du 19e siècle, et il y a eu beaucoup d'immigrés en provenance d'Allemagne. C'est assez connu. Ils ont beaucoup peuplé, en fait, les États, notamment du nord-est des États-Unis. Je pense par exemple à un État comme le Wisconsin, il y a beaucoup... l'influence allemande est très très forte. Vous savez que les Indiens d'Amérique ont été largement massacrés par les colons américains, les premiers colons. On leur a volé leurs terres. Certains parlent même de génocide. C'est pas complètement faux. Et moi j'ai fait un lien avec une autre information que j'ai eue, voilà, parce que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et moi j'ai entendu, cette information mériterait d'être confirmée, mais j'ai entendu dire qu'en fait, les zones où la majorité des Indiens d'Amérique, Native Americans, ont été tués, ce sont des zones qui étaient peuplées essentiellement de colons d'origine allemande, ou allemands. Vous voyez où je veux en venir ? Donc là, c'est une explication qui emprunte un peu au paranormal, évidemment, que les plus cartésiens d'entre vous vont rejeter. Mais imaginons que les Indiens aient maudit, qu'ils aient maudit justement ces colons allemands. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les descendants de ces colons disparaissent mystérieusement plus que les autres. Alors encore une fois, c'est de la spéculation pure, hein. On est là, on fait un brainstorming, hein. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que justement, il y a beaucoup de légendes indiennes aux États-Unis, le skinwalker, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui sont attribués aux Indiens d'Amérique, aux Native Americans. Donc pourquoi pas ? Voilà, donc moi c'est juste cette idée, et je l'ai soumise à David Paulides. Alors je sais pas ce qu'il en a fait, je sais pas ce qu'il en fera, peut-être rien, mais bon, c'est pas grave, moi je lui ai partagé cette idée, ainsi que d'autres idées que je vais pas détailler dans cette vidéo. Voilà. Donc, en guise de conclusion, je vous invite encore une fois à découvrir le travail de David Paulides.
ses livres et peut-être ses films avant tout, parce que son dernier documentaire est vraiment une pure réussite, et c'est peut-être plus facile d'accès aussi. D'ailleurs c'est pour ça qu'il en est venu aussi au film, au documentaire. Il veut toucher plus de monde que dans ses livres. En tout cas, moi, encore une fois, il fait un travail exceptionnel qui mérite d'être découvert et salué. Alors vous allez trouver tous les liens pour louer son film sur Vimeo par exemple, pour acheter son DVD, pour découvrir son travail aussi, Kadam Missing Project, et aussi sa chaîne. Il a une chaîne YouTube aussi. Alors ça n'est pas complètement terminé, hein, avant de nous quitter. On va parler de l'avenir. Alors moi je ne sais pas si ma route croisera un jour celle de David Paulides. Si ça se fait, ça sera un immense honneur pour moi de le rencontrer. Il fait partie des personnes pour qui j'ai le plus de considération. C'est l'un de mes maîtres. Il y en a d'autres, hein. Il y a Jacques Vallée aussi, ou en France aussi, il y a Jean-Claude Bourret. Voilà, j'ai déjà dit que j'aimerais rencontrer cette personne, parce que ce sont vraiment des personnes pour qui j'ai vraiment, je suis fan, quoi. Je suis fan, avant tout, je dois dire. Hein. Ce sont des personnes inspirantes. Si ça se fait pas, ben c'est pas grave. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, moi je vais continuer à travailler de mon côté, en toute humilité. Je vais continuer à travailler sur les dossiers, faire ce que je fais sur les disparitions mystérieuses en France, explorer des affaires un peu partout dans le monde, en Asie comme j'ai fait, aussi aux États-Unis. Je reparlerai d'affaires aux États-Unis parce que voilà, le phénomène des disparitions, c'est un phénomène mondial. Il y en a partout. Donc voilà, moi je vais continuer, essayer de travailler à mon petit niveau, voilà. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Je vais lui envoyer le lien de cette vidéo pour voir sa réaction. Il n'aura peut-être pas, hein, je veux dire, mais c'est pas grave dans tous les cas. Moi, j'estime que c'était important de lui rendre hommage. Voilà. Il fallait juste que je trouve le moment opportun de le faire. Et là, avec ce documentaire Missing 411 The Hunted, l'occasion était idéale. Donc merci à vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en profite pour vous souhaiter aussi un bel été. Moi, je vais faire un peu moins de vidéos là parce que j'ai fait beaucoup de vidéos lors du confinement parce que je voulais vous offrir du contenu pendant cette période qui était pas facile, où tout le monde était cloîtré chez soi. Mais maintenant, moi, je vais recommencer à travailler un peu plus, recommencer à écrire aussi parce que voilà, moi, mon travail principal c'est l'écriture avant tout. Et puis je vais aller enquêter sur le terrain aussi. Je vais aller faire un périple en France. Je vais essayer d'enquêter sur des affaires. Mais bon, vous inquiétez pas. De toute façon, on reste en contact. On se retrouvera dans les prochains mois quand même. Moi en août, c'est sûr, parce qu'en août je vais partir. Je vais partir en vadrouille. Donc je peux pas tout faire en même temps. Mais bon, je préfère faire moins de vidéos, moins de quantité, mais essayer de faire de la meilleure qualité possible. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé de ces vidéos qui vont venir, en activant la cloche aussi, comme ça vous serez prévenu quand il y aura des nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Peace.